Merci beaucoup, Michel. Enfin, je me sens un peu imposteur parce que l'idée est d'Aude. Donc, je suis monté sur la carrosse que Aude avait préparée. On parlait à un colloque à propos d'une question et on s'est émerveillé sur une remarque d'un historien qu'elle avait trouvé, historien Macaulay, qui avait dit « Ah oui, effectivement, si l'Irlande avait eu le Concordat, ça aurait réglé le problème irlandais, grosso modo, il aurait dit. » Donc la question nous a fait penser, ah oui, tiens, comment ont-ils réagi, les gens des îles britanniques, au Concordat? C'est une sorte de... Et nous constatons, en essayant, parce que nous sommes en train de débuter une recherche, dans un angle mort. C'est-à-dire, personne n'écrit sur cette question. Or, on en parle en Angleterre, en Pays de Galles, en Écosse, en Irlande, et surtout en Angleterre. Surtout dans un monde, comme Michel disait, Whig, un monde de gauche, on dirait aujourd'hui, éventuellement. Mais cette question est bien troublée par la question d'une gauche ou d'un Napoléon qui a l'air plutôt de gauche, un Napoléon révolutionnaire, un républicain avant le consulat, et qui passionne des Gallois. Moi, je vais écrire un article sur la réception du Concordat en Pays de Galles. Et on nous avait dit, on a cherché des historiens pour nous aider dans tout ça. Ils disaient, oh non, il n'y en a pas. On ne pense pas. On était convaincus tous les deux. On dit, non, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir. Et il se trouve qu'il y a quelque chose. Dans le Pays de Galles, il y a tout un secte protestant qui s'appelle Unitariens, qui sont passionnés de Napoléon, et surtout parce que sa raison religieuse, c'est-à-dire sa solution de pluralité sectaire. Ils disent, waouh, excellente idée. Ça serait bien pour les îles britanniques, pense-t-il. Donc là, ça fait partie de notre angle mort que Aude avait trouvé. Donc nous allons présenter le début de nos recherches ce soir. Donc c'est le début d'une recherche qui sera publiée plus tard dans la revue Napoleonica The Journal que je gère. Et il y aura deux volets. Il y a le volet îles britanniques, donc Concordat Angleterre, Concordat Écosse, Concordat Pays de Galles, Concordat surtout Irlande. La grande question, pays majoritairement catholique. Donc du coup, très intéressé par la solution concordataire. Et puis on va s'agrandir pour un deuxième volet qui serait le monde entier. Et là, on va regarder éventuellement l'Italie, l'Allemagne, surtout le Canada. Canada, étonnant. Et pourquoi pas les États-Unis? Aude en parlera des États-Unis tout à l'heure, une question qui est actuelle. Donc, j'ai préparé quelques paroles, un petit peu pour dresser la scène, dresser une Angleterre avant, Angleterre qui se questionne. Donc, au commencement fut Henri VIII et la réforme en Angleterre. Ainsi débutaient sérieusement des conflits dans les îles britanniques autour de la vraie religion et l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État. En effet, la question religieuse s'imbriquait dans celle de l'État. Des yo-yo sectaires ont découlé. Édouard VI, Marie, Élisabeth, Jacques Ier, Charles Ier et Charles II, jusqu'à la guerre civile anglaise dans les années 40 du XVIIe siècle. La question religieuse, dans ses formes catholiques, anglicans, protestants, se posait. Vue à la lumière de la révolution et glorieuse solution de 1688-89, la guerre civile anglaise avait perdu en quelque sorte son lustre de guerre de religion. Pourtant, Cromwell était autant puritain, taliban avant l'heure on dirait, que parlementaire. Et cet triomphe de protestantisme sévère poussait le monde catholique, petit c et grand c, aux marges. Et de la même façon, les deux tentatives de soulèvement d'Écosse de 1715, 1745, Bonnie Prince Charlie, étaient tout autant confessionnelles que politiques, mettant en exergue la question des sectes au sein de l'État. La méfiance de l'establishment britannique au monde papal s'est montrée encore récemment pendant le couronnement de Charles III, qui récita des prières et des sermons de suprématie protestante. Ainsi,
Les soubresauts politiques britanniques de 1548 jusqu'en 1745 étaient autant de conflits de confession que de théories politiques contrastantes, à l'instar de la guerre civile qui éclata en France en 1789. Tout ceci pour remettre la question religieuse au centre du débat de l'État et de chercher dans les îles britanniques des réactions aux solutions religieuses remarquables et durables proposées par l'empereur des Français en 1801. Merci, Aude. Merci, Peter. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir ici, comme vous l'avez dit, pour la première fois. Merci à vous tous d'être ici. Donc, comme l'a dit Peter à l'instant, cette conférence de ce soir a pour objet de vous présenter la pertinence de notre projet de recherche sur le concordat au Royaume-Uni, puisque par définition, il n'a pas pu avoir de concordat au Royaume-Uni. Ça donnera lieu donc à une publication prochainement. Dans un article du Guardian intitulé Church and State, an Unhappy Union, donc État et Église, une union malheureuse, l'éditeur soulignait le caractère problématique de l'union entre l'État et l'Église anglicane et l'idée du désestablishment, donc le désétablissement, dans un Royaume-Uni où la population anglicane devient minoritaire et où la Chambre des Lords serait la seule chambre, à côté de l'Iran, à avoir siégé 26 évêques anglicans. 5 ans plus tard, le speaker, donc le porte-parole de la Chambre des représentants au Congrès américain, faisait la une du journal s'étant attaqué à un misreading, donc une mauvaise lecture d'une lettre du père fondateur des États-Unis, Jefferson, sur la séparation de l'Église et de l'État et appelant à nommer les États-Unis non pas une république, mais a biblical state, donc un État biblique. Tandis qu'il y a quelques mois, un autre article du New York Times faisait part, quant à lui, de l'inquiétude face à la réintégration de la religion dans l'État et à la montée du nationalisme chrétien dans l'Amérique de Donald Trump. Dans l'étude des sociétés modernes et du paradigme libéral, la place de la religion en tant qu'autorité politique, religieuse, morale, n'a cessé de diviser les sciences politiques, l'historiographie et la philosophie libérale, conservatrice et radicale en Europe et plus largement en Occident depuis plus de 2 siècles. Le très controversé couple religion et liberté a en effet suscité nombre d'interrogations sur la conciliation entre individualisme libéral et dogme chrétien, tant sur le plan politique, philosophique, théologique que sociologique, depuis l'épisode révolutionnaire et l'ère napoléonienne. Leitmotiv donc des débats modernes et contemporains, les rapports entre État et Église en particulier ont divisé, opposé ou uni les partisans ou adversaires d'une stricte séparation des prérogatives de l'État de celles de l'Église, tels qu'en attestent les termes de sécularisation, sécularisme, laïcisation ou encore laïcité, et ont donné lieu à des modèles politiques et religieux très différents de sociétés civiles libérales en Europe et aux États-Unis, comme en témoignent les 3 modèles séculiers que représentent aujourd'hui la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Tandis que les thèses sur la sécularisation et la laïcisation ont rendu compte de la richesse des analyses sur ce qu'on a appelé une sortie de la religion, les doctrines du christianisme et ses variantes restent très influentes dans la sphère publique, démocratie chrétienne, christianisme social par exemple, et au cœur du canon de la pensée politique, y compris libérale, de Benjamin Constant à Isaiah Berlin. Si les grandes mutations et transformations politiques, socio-économiques, territoriales, théologiques et morales de l'Europe dite moderne ont radicalement remis en question les fondements et le sens des doctrines de l'Église, elles ont également profondément remis en cause la nature et le rôle de l'État dans une Europe fondamentalement chrétienne depuis le Moyen-Âge. De la naissance de l'État moderne à l'établissement et à la contestation des démocraties libérales, totalitarisme, socialisme, communisme, en passant par les passions nationalistes, notamment italiennes et irlandaises, puis impériales, l'alliance entre valeurs chrétiennes, unité européenne et modèles libéraux et séculiers a nourri les conflits politiques, idéologiques et religieux en Europe. Il suffit de penser aux nombreux débats, d'un côté autour de la notion d'Europe chrétienne, c'est-à-dire de l'identité religieuse des constructions étatiques européennes, et de l'autre autour de celle de christianisme sécularisé, c'est-à-dire d'un christianisme qui évolue en fonction des grandes mutations politiques, sociales, morales et culturelles
Prenons l'exemple de l'ordination des femmes à la prêtrise ratifiée par l'État britannique en 1992, pour en mesurer toute l'ampleur. Il s'agit en effet à la fois de comprendre l'interdépendance de la culture ou dogme chrétien et de l'État moderne et des rapports entre l'État et l'Église ou les Églises depuis la réforme du XVIe siècle, première forme de laïcisation de l'État moderne, puisqu'elle inaugure le processus d'autonomisation de la sphère politique et de la sphère religieuse, mais surtout depuis la révolution dite majuscule de 1789 que parachève la France concordataire de Napoléon, puisqu'elle modifie profondément et définitivement les rapports entre pouvoir et religion, entre religion et révolution, entre religion et histoire, jusqu'à remettre en cause les fondements mêmes chrétiens de la société civile et du gouvernement. Dans ce passage donc délicat d'un âge libéral à un âge démocratique qu'amorce la Révolution, la laïcisation de la France révolutionnaire et napoléonienne s'étend et se diffuse alors à toute l'Europe, et avec elle ce nouveau principe fondamental de la liberté religieuse, première des libertés modernes, comme le formulait Benjamin Constant à l'aune du XIXe siècle. Ce sera le maître mot de la reconstruction concordataire après 10 années de crise consécutive à la Révolution française. La suite de cette intervention donc, se divisera en 4 points. Dans un premier temps, je reviendrai sur la définition du concordat. Dans un deuxième temps, je m'attarderai sur la pertinence du choix du Royaume-Uni. Et dans un troisième temps, sur les problématiques ainsi soulevées par ce projet, avant de terminer par un exemple précis. Alors, commençons par la définition. Héritier à la fois du gallicanisme de l'Ancien Régime et des idéaux révolutionnaires, Napoléon Bonaparte s'attache en effet à mettre fin au processus et à la violence révolutionnaire à travers la question religieuse. Désormais étroitement contrôlée par l'État, l'Église catholique sert à Napoléon d'instrument de stabilisation et de pacification de la société française, ce que Chateaubriand appelait les deux France, mais pas seulement. Si le dogme catholique n'est plus inscrit dans la loi, c'est-à-dire le catholicisme n'est plus religion d'État, et les principes de 1789 sur l'origine de l'autorité, c'est-à-dire la nation, se trouvent légitimés par le Concordat, qui rompt ainsi l'alliance séculaire de l'Église et de la monarchie française, de grandes concessions sont également accordées à l'Église catholique, comme le désaveu de l'Église gallicane ou le prestige retrouvé du pape. Napoléon tente ainsi d'imposer les acquis de la Révolution en déconfessionnalisant l'État et en affirmant le primat de la tolérance et du pluralisme religieux, mais aussi, je cite, l'idée que les religions sont nécessaires à la solidité des États. Fin de citation. Considéré ainsi comme le premier concordat dit libéral, le traité de droit international conclu le 15 juillet 1801 entre Napoléon Bonaparte, alors premier consul, et le pape Pie VII sanctionne la rupture avec les sociétés d'Ancien Régime et inaugure le début de l'ère moderne dans laquelle le Saint-Siège sera amené à signer des traités avec des États pour lesquels le catholicisme n'est plus la religion officielle. En mettant fin au principe du cuius regio et jus religio, c'est-à-dire tel prince, telle religion, qui avait prévalu jusque-là depuis la paix d'Augsbourg et les traités de Westphalie, et en appelant parallèlement à l'émancipation politique et religieuse de tous les cultes reconnus, chrétiens ou non, pour la première fois en Europe, il marque profondément la séparation des deux pouvoirs, temporels et spirituels, qui se conçoivent désormais comme informant deux sociétés distinctes et dites juridiquement parfaites, une vision nouvelle des relations entre l'État moderne et l'Église catholique, mais aussi et surtout une nouvelle façon de penser la religion dans les sociétés libérales modernes post-révolutionnaires. Mais dans ce nouvel âge des relations et des prérogatives de l'État et de l'Église, le caractère fondateur de la transaction passée entre Napoléon Bonaparte et Pie VII ne va pas seulement toucher la France napoléonienne. S'il va influencer dans sa philosophie générale nombre de concordats et de conventions ultérieures,
conclu à sa suite entre le Saint-Siège et les États, et qui entérine notamment depuis Vatican II le passage de la notion de catholicisme comme religion d'État à celle de droit commun à la liberté religieuse, garantie par un État de droit et fondée sur l'égalité des citoyens, il inspire également en dehors des frontières de l'Empire. Ainsi, en Grande-Bretagne, tout juste devenu Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Alors pourquoi le Royaume-Uni ? Berceau du libéralisme politique et économique et dont les liens étroits avec la France se manifestent à l'échelle de l'État comme à l'échelle de la société et des individus, la Grande-Bretagne ne pouvait qu'être ébranlée dans son modèle constitutionnel né de sa révolution dite glorieuse de 1688-1689 qui instaure une monarchie parlementaire par l'onde de choc révolutionnaire et l'ère napoléonienne. Considérée dans ses dimensions et ses conséquences politiques, religieuses, philosophiques et morales, la Révolution française a bien été, je cite, « l'événement le plus stupéfiant que le monde n'ait jamais connu », fin de citation, comme l'exprima le philosophe et pamphlétaire britannique Edmund Burke, père du conservatisme politique dès 1790. Facteur de civilisation ou au contraire catastrophe civilisationnelle en rupture avec l'histoire de l'humanité, le bouleversement révolutionnaire s'est posé comme un événement aussi catalyseur que destructeur, donnant un élan sans précédent aux mouvements et aux organisations réformistes et radicaux qui se sont répandus au sein des 4 nations, tout en donnant naissance au conservatisme politique, remettant ainsi à la fois en cause et en lumière les principes, les particularités et les identités nationales de la Grande-Bretagne, puis du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Bien que la souveraineté du peuple sous-tendît jusqu'alors la pensée libérale, celle-ci, dont les principes avaient été formulés et exprimés au cours du siècle des 2 révolutions anglaises du XVIIe siècle, ne constituait pas tant en Grande-Bretagne un principe légitime sur lequel pouvait reposer la tradition libérale anglaise, mais restait plutôt camouflé ou voilé dans la société libérale pré-révolutionnaire. Afin de préserver la religion protestante et les libertés anglaises, les acteurs de 1688, qui mettent à bas toute forme absolutiste du pouvoir politique et religieux, tout en mettant entre parenthèses la question de la souveraineté, déplacent en effet le moins possible le point d'application du principe héréditaire. Si bien que l'acte fondateur de cette glorieuse révolution du régime libéral britannique repose sur cet équivoque balayé sous la Révolution. Un équivoque qui tient au fait que le monarque partage son pouvoir avec le Parlement au nom du peuple, mais il respecte également le principe héréditaire. Les divergences donc profondes, politiques et intellectuelles sur l'interprétation des principes libéraux lors de la Révolution française préfigurent alors la naissance d'une nouvelle pensée libérale post-révolutionnaire qui trouve sa parfaite illustration dans la querelle quasi-religieuse, pour reprendre les termes de François Furet, entre les 2 libéraux anglais, Edmund Burke et Thomas Paine, puis entre Edmund Burke et Charles James Fox, et qui aboutit à la fracture du parti Whig, c'est-à-dire ancêtre du parti libéral, et au réalignement des partis politiques, à la fracture définitive entre 2 conceptions du monde et des révolutions, 2 conceptions fondées sur l'interprétation qu'il convient ainsi d'offrir au vrai sens des principes libéraux fondateurs du paradigme libéral britannique contemporain. Face aux principes républicains français, c'est donc l'intégralité du régime politique, de son histoire et de ses fondements moraux qui sont remis en question et que la Révolution française exige de confirmer ou d'infirmer. Dès lors, se posent les questions de la légitimité et de la nature du pouvoir, du principe monarchique, de la représentation et de l'émancipation politique, de l'héritage des 2 révolutions anglaises dites libérales du XVIIe siècle, de la violence révolutionnaire, du mouvement de la civilisation et de la morale publique et religieuse. En ce début du XIXe siècle, celle-ci se cristallise autour de l'acte d'union de 1801, unissant la Grande-Bretagne protestante à l'Irlande catholique, quelques mois avant que ne s'impose le concordat napoléonien en France et dans l'Empire. Alors l'acte d'union.
Réponse directe au vif enthousiasme initial des Irlandais pour les idéaux de la Révolution française sur fond de passion nationaliste et républicaine, symbolisée par le combat des Irlandais unis, donc United Irishmen, et leurs disciples en Écosse et au Pays de Galles, l'acte d'union entre la Grande-Bretagne et l'Irlande est ratifié et signé le 1er janvier 1801 au Parlement britannique, alors que la France et le Royaume-Uni sont en pourparlers de paix, aboutissant à l'éphémère traité d'Amiens de 1803. Matrice de toute l'histoire irlandaise, cet acte qui fait directement suite à la rébellion de 1798 met fin au royaume d'Irlande, abolit le Parlement irlandais, établit pour la première fois un corps législatif unique pour l'ensemble de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, tandis qu'il unit l'Église d'Angleterre à l'Église d'Irlande en une seule Église épiscopale anglicane protestante, inaugurant ainsi, sous un nouveau drapeau, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, puis de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à partir de 1921. Surtout, il a pour objectif de répondre à la fois à la guerre militaire contre la France napoléonienne et une éventuelle invasion de l'Irlande par Napoléon, soutenue par les leaders nationalistes via les 2 expéditions d'Irlande, et ainsi qu'aux révoltes armées à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à la véritable guerre idéologique que se livrent les partisans et ou détracteurs de la Révolution française, les partisans et ou détracteurs du modèle constitutionnel britannique et de l'establishment. L'Union a en effet non seulement pour but de résoudre le problème de la violence révolutionnaire, de rétablir stabilité et ordre dans ce pays en rébellion contre l'ordre britannique, mais aussi de préserver l'intérêt protestant en unifiant les 2 royaumes de Grande-Bretagne et d'Irlande, tout en promettant en échange l'émancipation politique des catholiques et qui ferait suite au Catholic Relief Act de 1793. Parmi les 4 nations, donc l'Irlande, cette weak spot, son point faible, comme l'exprima l'historien irlandais Patrick Geoghegan, pays à la fois d'ancien régime et de colonie, la seule à majorité catholique, syncrétise ainsi le débat sur la sécularisation et plus largement sur la liberté, contre la soumission à la domination britannique et à l'ascendance protestante, et dont la force politique et armée, 1/5 de l'armée britannique est composée d'Irlandais dont la majorité est catholique, est cependant indispensable au gouvernement britannique pour lutter contre et vaincre la maladie française dans ses moindres expressions militaires, politiques, religieuses, idéologiques et morales. Le dogme de l'égalité de tous, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, appliqué à l'Irlande, remet en effet en cause celui d'une supériorité protestante ainsi que la légitimité du gouvernement anglo-irlandais. Il impliquait à terme une éventuelle séparation des 2 îles, si bien que si la Révolution ne créa pas les fractures de la société irlandaise, elle a surtout montré dans un pays catholique, outre l'insuffisance et la faiblesse des réformes entreprises dans ces années 1790, que les catholiques cessaient d'être des incapaces libertatis et que la délivrance était proche si les Irlandais suivaient l'exemple français. C'est bien ce que ne manque pas de comprendre dès les années 90 le chef de file des Irlandais unis, Wolfe Tone, protestant, qui salue les idéaux et le bouleversement révolutionnaire comme, je cite, « l'étoile du matin de la liberté pour l'Irlande », expression qui donnera son titre au journal des Irlandais unis, The Morning Star, publié à Belfast à partir de 1792. Tandis qu'Edmund Burke, irlandais, lui aussi est catholique par sa mère, les condamne, au contraire d'emblée, au nom de l'establishment et de l'union des royaumes, dans une conciliation désormais difficilement tenable entre défense et critique de la domination protestante anglo-irlandaise, entre tolérance, pluralisme, liberté religieux, qu'il abandonne après la Révolution, et establishment protestant, entre primat de la coutume majoritaire et maintien d'une église anglicane pourtant minoritaire. 2 questions majeures polarisent ainsi le débat tout au long du XIXe siècle. Celle d'une part de l'union des royaumes qui composent le Royaume-Uni et d'autre part celle de la question religieuse et notamment la question catholique, c'est-à-dire celle de l'émancipation des confessions de foi non officielles ou établies, qu'on appelle les dissenters ou les non-conformistes, avec laquelle l'État britannique et l'Église anglicane vont désormais devoir composer. Il faut dire que l'anticatholicisme a nourri et façonné l'histoire politique, juridique et religieuse de la Grande-Bretagne, puis du Royaume-Uni, depuis la réforme protestante au schisme anglican du XVIe siècle.
Expression d'une politique répressive et discriminatoire à l'échelle de l'État, il est inscrit dans la loi, institutionnalisé dans les textes officiels, notamment depuis le Act of Settlement, dans l'acte d'établissement de 1701, toujours en vigueur aujourd'hui et qui interdit tout souverain catholique d'occuper le trône, et réitéré à chaque fois qu'a été scellée une union entre les royaumes, que ce soit le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Irlande. Aussi est-il partie intégrante de l'identité et de la politique nationale britannique qui s'est construite en opposition au catholicisme et à ses souverains catholiques. Les Stuarts, par exemple, notamment, et toute la question catholique en Écosse. À cette dimension politico-identitaire s'ajoute une dimension intrinsèquement historique et philosophique que l'on retrouve dans l'imaginaire collectif britannique et qui assimile dans une construction mythique la liberté anglaise à une liberté protestante. Dans une tentative de compréhension des différents modèles séculiers et modernes, l'Irlande catholique illustre ainsi parfaitement l'opposition que l'on a longtemps opérée entre une, je cite, modernité catholique et une modernité protestante, entre des nations libres et progressistes et des nations archaïques, rétrogrades, voire obscurantistes, une idée qui circule largement dans l'Europe protestante, mais pas seulement, du XIXe siècle. Le terme péjoratif de papiste, employé en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni en référence à la soumission des catholiques à la papauté, renvoie à la notion d'esclave dans l'expression « popery and slavery », obéissant à une seule autorité souveraine, pontificale, de sujets par définition non loyaux à la couronne au regard du principe de primauté d'allégeance au pape et dont il fallait nécessairement et continuellement se méfier puisqu'il pouvait, le cas échéant, compromettre l'establishment tout entier, politique et religieux, né des révolutions religieuses et politiques des XVIe et XVIIe siècles. Ainsi, au-delà de l'antagonisme classique entre catholicisme et protestantisme, ce que deviendra l'épineuse Irish Question, donc la question irlandaise, permet non seulement de rendre compte de l'aversion identitaire contre les catholiques et plus largement contre les non-conformistes, c'est-à-dire les non-anglicans, mais surtout de toutes les tensions inhérentes à un système religieux, celui qu'on appelle du Church and State, particulièrement complexe et tributaire des trois spécificités propres au Royaume-Uni. Premièrement, l'émiettement de l'État. Deuxièmement, la question identitaire des nationalités anglaises, irlandaises, écossaises, galloises. Et enfin, la nature même problématique de l'anglicanisme, qui est un mélange de catholicisme et protestantisme. Une question donc que la France concordataire va ébranler en dévoilant toutes ses faiblesses, ses contradictions, voire ses impasses au lendemain de la Révolution française et de l'acte d'union. En déconfessionnalisant et laïcisant l'État, tout en rétablissant les liens avec l'État et l'Église et les églises et confessions catholiques, protestantes et juives, la France concordataire, à la fois héritière des principes révolutionnaires symbolisés par trois moments charnières que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 10 qui fait de la religion une opinion, la constitution civile du clergé et les politiques dites de déchristianisation sous la terreur, et promotrice de l'idée que la religion est nécessaire à la pérennité et à la stabilité des États libéraux, invite en effet le Royaume-Uni à une profonde remise en question des rapports entre l'Église anglicane, les quatre nations et l'État britannique. Dans un pays monarchique, sécularisé, mais non laïque par définition, puisque le souverain est chef de l'État et de l'Église anglicane, où, d'une part, il n'existe pas d'église britannique, mais une seule église établie d'Angleterre, une église nationale presbytérienne d'Écosse et des églises d'Irlande et de Pays de Galles, et où, d'autre part, le pouvoir de l'État britannique, depuis l'union avec l'Écosse de 1707, est à la fois souverain et dévolu dans les trois autres nations, relativement distinctes et autonomes sur les plans administratifs, juridiques et religieux. Le modèle concordataire fait particulièrement débat. Alors qu'il révèle toutes les ambiguïtés de ce système libéral singulier dans lequel se jouent et se nouent à la fois les relations entre le pouvoir et la religion, entre l'État et les nations, et entre l'Église anglicane et les églises, la laïcisation de l'État britannique post-révolutionnaire est à l'aune de la France révolutionnaire et napoléonienne défendue ou critiquée
par nombre de penseurs, acteurs et hommes politiques soucieux de définir ou de redéfinir les rapports obsolètes et inadaptés pour beaucoup entre l'Église et l'État, et soucieux de maintenir ou d'abandonner ce système du Church and State dans l'espoir d'asseoir durablement la stabilité politique et la paix religieuse, comme ce fut le cas de la France concordataire, dans une société britannique pluriconfessionnelle. Quel est donc le meilleur moyen, s'interrogeait l'historien libéral anglais T.B. Macaulay, je cite, de préserver l'union politique entre des pays dans lesquels prévalent différentes religions. Donc on va passer du coup aux problématiques liées à cette question. Si le général républicain, premier consul, puis empereur Napoléon, a suscité un large intérêt outre-Manche depuis le XIXe siècle, l'auteur du Concordat n'a en revanche que très peu intéressé les historiens du monde britannique. Aucune étude à ce jour n'a été proposée quant à son éventuelle utilisation dans le monde britannique et notamment au Royaume-Uni. Et pourtant, des libéraux comme T.B. Macaulay, que je viens d'évoquer, ont revendiqué l'application du modèle concordataire au Royaume-Uni afin de résoudre la douloureuse question irlandaise et plus largement la question de l'unité du royaume. Le père de l'histoire nationale Whig, c'est-à-dire libéral, à l'instar de ses prédécesseurs de la revue libérale écossaise, organe du pouvoir Whig, The Edinburgh Review, fondée au début du siècle, aborde avec inconfort la figure de Napoléon Bonaparte. S'il condamne les mirages du despote éclairé, il n'en souligne pas moins la popularité de ce nouvel homme fort français et loue surtout sa politique religieuse. Cette dernière pouvant servir ainsi de modèle dans un Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande fragilisé par les tensions entre églises anglicanes, non conformistes de tout type, méthodistes, baptistes, unitariens, presbytériens, quakers, catholicisme majoritaire en Irlande et incapacité politique des communautés non anglicanes. T.B. Macaulay n'est-il alors qu'un cas isolé ? Faut-il expliquer ou envisager sous l'angle des coïncidences ou des corrélations ces nouvelles politiques religieuses en France et au Royaume-Uni dans une même séquence historique de 1801 à 1921 ? Si, comme les auteurs du Irish Ecclesiastical Record l'admettent dans leur premier volume de janvier 1865 consacré au Concordat, je cite, le Concordat est l'un des facteurs les plus importants de l'histoire moderne. La réaction à l'égard de Napoléon est double. À l'aune de la France révolutionnaire et napoléonienne, admirateurs et détracteurs de Bonaparte et ou de l'empereur s'empoignent autour de trois grandes questions qui focalisent ainsi le débat en matière religieuse tout au long du XIXe siècle et qui formeront donc le socle commun des différentes communications de ce projet de publication. Toutes s'inscrivent dans les conflits internes et externes à l'État et à l'Église autour de moments charnières que représentent, entre autres, premièrement, l'acte d'émancipation politique des catholiques et des non-conformistes obtenu en 1828 et 1829, puis des juifs en 1858. Deuxièmement, l'émergence de ce qu'on a appelé le mouvement d'Oxford, qui est apparu dans les années 1830 et qui est une réaction de la haute église anglicane souhaitant rapprocher donc, l'anglicanisme du catholicisme et dont la figure principale est John Henry Newman. Troisièmement, l'agression dite papale de 1851, c'est-à-dire la nomination du premier cardinal résident en Angleterre depuis la Réforme, le cardinal Wiseman, et donc le retour à la hiérarchie catholique en Angleterre. On peut également citer la controverse autour du Maynooth Grant, c'était la donation ou celle du financement des séminaires ou du séminaire irlandais fondé en 1795 et c'était des séminaristes formés par les prêtres émigrés sous la Révolution française. Enfin, dernier moment charnière, le disestablishment, donc le désétablissement de l'Église d'Irlande en 1869 et de l'Église du Pays de Galles en 1916, qui précède donc la création de la République d'Irlande et sa séparation définitive du Royaume-Uni en 1921. Donc trois grandes questions. Donc, la première porte sur le schème culturel fondamental sur lequel est organisé le lien politique de la société britannique, c'est-à-dire l'identité État-Église protestante, et dont procèdent les deux autres grandes questions.
le débat houleux, en effet, sur le maintien ou non du caractère confessionnel de l'État britannique conduit admirateurs et détracteurs de la séparation ou de l'union de l'Église et de l'État et du maintien de l'uniformité religieuse en vigueur depuis Henri VIII à se pencher sur la nécessaire déconfessionnalisation ou non de l'État britannique, sur la protection et ou la reconnaissance des cultes non officiels, sur la reconnaissance ou non des églises minoritaires, majoritaires, et sur le désétablissement ou non de l'église anglicane dans une partie ou toutes les nations. La deuxième réflexion porte sur l'érastianisme, c'est-à-dire le droit de l'État à légiférer en matière religieuse, le contrôle donc de l'Église par l'appareil d'État effectif depuis la réforme anglicane. Cette question, tout aussi explosive, invite cette fois-ci à débattre de la nécessaire neutralité ou non du prosélytisme ou non de l'État en matière spirituelle, c'est-à-dire de répandre une vérité religieuse. Sur également le financement des cultes et des séminaires dont je viens de parler, la nomination ou non du personnel ecclésiastique et sur la disposition ou non des biens de l'Église. Enfin, la troisième réflexion porte sur la liberté religieuse et notamment sur la liberté de culte, sur la tolérance et le pluralisme religieux et surtout sur la citoyenneté, c'est-à-dire celle des droits conférés ou non aux communautés dissidentes, donc non anglicanes, non conformistes, auxquelles s'oppose une grande partie de la population britannique, y compris parmi les membres protestants les plus radicaux ou les 10 champions de la liberté et de la tolérance, comme le philosophe John Locke, pour des raisons aussi bien politiques, nous l'avons vu concernant la loyauté, que religieuses, c'est-à-dire la propagation de la vraie religion. Ce débat se concentre ainsi sur les lois pénales et discriminatoires qui touchent toutes les confessions non établies et surtout les catholiques considérés comme des citoyens de seconde zone. Terminons maintenant par un exemple précis. Donc cet exemple permettra, je l'espère, de comprendre donc, toute la mesure et l'ampleur du débat autour de ces trois réflexions. Nous vous laisserons bien sûr, si vous le souhaitez, découvrir d'autres exemples tout aussi éclairants parmi et au sein des 4 nations lors de la publication donc, de ce volume prochainement. Donc cet exemple s'agit de la controverse qui a opposé dans les années 1840, quelques années avant que le jeune avocat dublinois, dit le sauveur de l'Irlande, Daniel O'Connell, n'appelle dans une manifestation qui rassemblera près de 200 000 personnes à l'abrogation de l'union des royaumes. Donc elle oppose l'historien libéral Thomas Babington Macaulay, père de l'histoire mythique et nationale Whig, et le futur Premier ministre libéral William Edward Gladstone, principal initiateur et acteur dans le désétablissement de l'Église d'Irlande en 1869 et des différents Home Rule, c'est-à-dire l'autonomie législative de l'Irlande qui suivront. Cette controverse fait suite à la publication de l'ouvrage de celui qui aimait se définir comme le pacificateur de l'Irlande, le jeune Gladstone, intitulé « De l'État dans ses rapports avec l'Église » et publié en 1839. À la lumière de la France napoléonienne, donc tous deux s'en réfèrent explicitement dans leurs œuvres, que ce soit dans le chapitre 8 notamment de l'ouvrage de 1839 relatif à la séparation de l'État et de l'Église, ou dans celui publié de manière posthume intitulé « Napoléon et la restauration des Bourbons » de l'historien Whig, ainsi que dans de nombreux essais consacrés à l'Irlande. Les deux libéraux proposent des solutions diamétralement opposées à la sauvegarde de l'Union, à la restauration de la paix civile et religieuse, à la liberté religieuse et à la pérennité de l'État britannique. Héritier de la pensée burkéenne et défenseur de la religion d'État, le jeune Gladstone stipule ainsi que le plus grand devoir et le plus haut intérêt d'un corps politique sont de se maintenir en étroit rapport de coopération avec l'Église du Christ. Selon lui, il n'existe aucun autre principe efficace de survie que la religion, ni aucune autre religion permanente plus sûre et authentique que l'Église, que celle de l'Église anglicane. Face à la dislocation des rapports entre Église et État que présuppose l'émancipation des catholiques et non conformistes et à la menace liée à l'indifférentisme ou le désaffection religieux, il tient ainsi à rappeler son tribut à l'établissement et à la nécessité d'une intime alliance entre les pouvoirs temporels et spirituels au nom
de la vérité religieuse. Il est à l'image de l'évêque anglican à la Chambre des Lords qui, au moment du passage de l'acte d'émancipation des catholiques, rappelle fermement l'État à son devoir d'opérer une distinction entre, je cite, la vérité fondamentale et l'erreur dangereuse, fin de citation, et ainsi de défendre non des privilèges religieux, mais, je cite, un ordre politique chrétien, c'est-à-dire ici protestant. Comme l'a montré l'historien Stuart J. Brown, au cours des 3 premières décennies du XIXe siècle, l'État attend en effet des églises établies par la loi, c'est-à-dire l'Église unie d'Angleterre et d'Irlande et l'Église d'Écosse, qu'elles jouent un rôle de premier plan dans la consolidation de l'Union, en formant notamment par l'instruction religieuse et morale les divers peuples et cultures de Grande-Bretagne et d'Irlande en un seul État-nation chrétien, si bien que ces églises établies seraient ou agiraient comme des forces majeures de l'unité nationale, des remparts contre l'esprit de révolution et de républicanisme. Bien différente est la solution donc proposée par Macaulay, qui lui aussi, héritier mais détracteur d'Edmund Burke, s'oppose à la fois au haut clergé qui réclame une alliance plus intime entre Église et État, ou contre ceux qui, comme les tractariens, souhaitent voir l'autonomisation de l'Église afin d'éviter les empiètements de l'État. À l'image de Napoléon, il sanctionne la nécessaire neutralité de l'État en matière religieuse et réaffirme le pouvoir de l'État sur l'Église. Aussi s'attaque-t-il aussi bien à une interdépendance des pouvoirs politiques et religieux qu'à une stricte autonomie du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. L'érastianisme sert ainsi à l'historien de se protéger du cléricalisme et de toute forme de fanatisme et d'intolérance religieuse, mais aussi à propager et défendre une totale liberté religieuse. Donc pour conclure, à travers l'analyse minutieuse et contextualisée des débats autour du concordat napoléonien, ce premier volume, donc un second suivra sur l'Europe, vise ainsi à revenir sur le concordat de 1801 au Royaume-Uni en s'attachant aux 4 nations qui le composent, afin de comprendre comment son adaptation et son application ont été envisagées et mises en œuvre dans des contextes très spécifiques et particuliers que représentent l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Aussi entend-on comprendre comment les rapports entre État et Église, entre État confessionnel et État multiconfessionnel, entre confession et capacité politique, entre morale religieuse et action politique, entre action politique et paix religieuse, sont appréciés par les acteurs, penseurs, femmes et hommes politiques au Royaume-Uni. Comment et dans quelle mesure le modèle concordataire a donc invité l'État à accorder une plus grande tolérance et une plus grande liberté religieuse, permettant à de multiples confessions de prospérer côte à côte? Comment enfin le concordat a pu conduire à la revendication et ou une révision du modèle et de la politique religieuse née de la réforme mauricienne et élisabéthaine défendue par l'État britannique et ses partisans? Au-delà donc de la question de la pacification des conflits religieux, cette étude et ce projet de recherche cherchent ainsi à dépasser l'analyse de la stricte application du concordat en France et aux frontières de l'Empire, déjà étudiée, pour l'analyser ici à l'échelle du Royaume-Uni. Dans le cadre d'une histoire institutionnelle et intellectuelle et également dans une perspective de décloisonnement des histoires nationales, à rebours de l'idée d'une histoire britannique libérale, réformiste et protestante se construisant à contrario d'une histoire française illibérale, absolutiste, puis révolutionnaire, catholique, puis laïque, ce projet ne prétend pas à l'exhaustivité. Un volume entier, bien sûr, pourrait être consacré à chacune des réflexions soulevées ici et ou à chacune des 4 nations. Mais il se veut surtout un excursus invitant à éclairer la richesse du dialogue intellectuel et institutionnel entre les moralistes ou intellectuels britanniques et français à propos de la question religieuse à l'issue du nouveau modèle concordataire français. Je vous remercie beaucoup de votre attention.